Salut à toutes et à tous, c'est Ben des recettes ludiques et aujourd'hui je vous parle de La Bête. La Bête est un jeu de Charlec Couronneau illustré par Anne Seb et édité par Multivers. Il est conçu pour 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 60 minutes et une difficulté que j'estime sur BGG à 2,5 sur 5. La boîte m'a été fournie par l'éditeur que je remercie. La Bête vous plonge dans la légende de la bête du Gévaudan, une créature féroce guidée par une main humaine dont personne ne connaît encore aujourd'hui l'identité. En 3 années de sévices, cette bête fera plus d'une centaine de victimes. Le jeu vous propose de mettre en scène cette histoire. La Bête est un jeu asymétrique dans lequel l'un des joueurs va incarner la bête et les autres joueurs, jusqu'à 4, vont incarner collectivement ses assaillants. L'objectif du jeu pour la Bête est de réaliser 25 victimes en 3 années complètes de jeu. Si tel est le cas, la partie s'arrête immédiatement et la victoire est attribuée à la Bête. L'objectif pour les assaillants est double, soit ils doivent découvrir l'identité qu'a choisie la Bête au début de la partie, auquel cas la partie s'arrête également immédiatement, ou alors ils doivent limiter le nombre de victimes réalisées par la Bête au cours des 3 années que compose le jeu. Chacune des années est décomposée en 4 saisons, ce qui fait un maximum de 12 manches à jouer. Avant de commencer la partie, la Bête va donc sélectionner une des 5 identités possibles et la placer secrètement sur le plateau. Puis elle sélectionne un village de départ parmi 5 et la place également secrètement sur le plateau. Ensuite, les enquêteurs se positionnent à l'endroit de leur choix sur le plateau et on révèle le lieu où a décidé de commencer la Bête. Si aucun enquêteur n'est présent, une victime est déjà réalisée par la Bête sur ce lieu. Chacune des manches est décomposée en 4 phases. Au cours de la première phase, la carte de la saison en cours est révélée et les effets sont appliqués. Les saisons été et printemps avantagent plutôt les assaillants et les saisons automne et hiver sont à l'avantage de la Bête. Ensuite, les assaillants vont collectivement décider de placer lors des saisons été et printemps un régiment de dragons qu'ils peuvent placer sur n'importe quel village et qui empêche la Bête de faire des victimes. Et lors des saisons automne et hiver, ils vont choisir de placer une milice paysanne qui réduira le nombre de victimes réalisées par la Bête de 1. La deuxième phase représente le tour de la Bête. Elle dispose de cartes village pour indiquer où elle frappera au cours de cette saison, ainsi que de jetons traces. Avant de jouer son tour, elle va récupérer le jeton trace de 2 saisons plus tôt, ici je récupère ce jeton trace, ainsi que la carte village jouée cette fois-ci une année plus tôt pour libérer la case pour pouvoir placer une nouvelle carte village. Elle va ensuite choisir simultanément une carte village qu'elle va placer face cachée sur l'emplacement de la saison en cours, ainsi qu'un jeton trace qu'elle peut jouer face visible ou face cachée. Quelques précisions sur ce que peut faire la Bête. Tout d'abord, elle doit choisir une carte village dans une portée de 4 lieux. Un lieu, c'est simplement un chemin entre un village et un autre village ou un village et un hameau. 4 lieux de son village de départ. Elle n'a pas la possibilité de s'arrêter sur les hameaux. Ensuite, par rapport au jeton trace, s'il est joué face cachée, rien ne se passe. En revanche, s'il est joué face visible, dans ce cas, elle peut utiliser la compétence liée au jeton trace, qui sont les suivantes. La meute de loups vous permet de vous déplacer de 2 lieux de plus, donc jusqu'à 6 lieux depuis votre village de départ. Le fauve vous permettra de faire une victime supplémentaire dans le village de destination. Le conte vous permet d'ignorer la présence d'un régiment de dragons qui vous empêche normalement de faire des victimes. Le diable vous permet, en phase 2, donc au cours de cette phase, de déplacer un enquêteur d'une lieu. Et enfin, le vagabond vous permet de faire une victime supplémentaire dans un périmètre de 3 lieux autour du village d'Auvers. La phase numéro 3 est la phase de déplacement des enquêteurs. Chaque enquêteur peut être déplacé entre 0 et 3 lieux de là où il se trouve actuellement. Il a la possibilité de s'arrêter dans les hameaux, contrairement à la Bête, et s'il se déplace entre 0 et 2 lieux, il va pouvoir rester debout, c'est-à-dire qu'il va protéger le village dans lequel il se rend. La Bête ne pourra pas faire de victime dans ce village lors de ce tour. En revanche, s'il décide de faire une chevauchée, c'est-à-dire se déplacer de 3 lieux, on va le coucher sur le plateau de manière à indiquer qu'il ne pourra pas protéger le village dans lequel il atterrit ce tour-ci. Il faudra donc faire des choix entre plus de déplacements et protéger le village dans lequel on arrive.
Une fois que tous les enquêteurs ont pu réaliser leur déplacement, on passe à la phase 4, la phase de terreur. On va commencer par révéler la carte village choisie par la bête au cours de la phase 2. On vérifie que le village se trouve bien dans une portée de 4 lieues par rapport à son village de départ, ici c'est bien le cas, et ensuite on va s'intéresser aux victimes que fait la bête dans le village de destination. On rappelle que si un enquêteur qui n'a pas réalisé de chevauchée ou si un régiment de dragons est présent, la bête ne fait pas de victime. Si un détachement, une milice paysanne est présente, la bête fera une victime de moins. Pour calculer le nombre de victimes, on fait un calcul simple, on part de 5 victimes et on retranche le nombre de lieux parcourus par la bête au cours de ce tour. Ici, on part de 5 victimes, moins les 4 lieux que j'ai parcourus, on arrive donc à un total de 1 victime. Toujours pendant cette phase de terreur, on va résoudre les enquêtes. Chacun des enquêteurs va pouvoir enquêter sur 2 identités de la bête, dont toujours le vagabond. Tous les enquêteurs peuvent enquêter sur le vagabond, et ensuite, chacun dispose de sa spécialité. On va regarder sur la carte si un enquêteur se trouve dans un village où un jeton trace est encore présent, a été laissé auparavant par la bête. Ici c'est le cas, j'ai l'envoyé du roi qui se trouve à Saint-Chely. Première chose, si le jeton trace est face cachée, vous devez le révéler et le placer face visible de manière à pouvoir observer s'il s'agit bien de l'identité de la bête sur laquelle l'enquêteur est capable d'enquêter. Si c'est le cas, ici c'est le cas, j'ai bien l'envoyé du roi qui est capable d'enquêter sur le compte et c'est bien le jeton compte qui avait été utilisé par la bête. Je vais donc récupérer le jeton et en fait le confisquer à la bête, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il ne dispose plus que de 4 jetons identité. En plus de ça, je vais demander directement à la bête s'il s'agissait de l'identité secrète qui a été choisie au début de la partie. Ici, c'est le cas, alors là c'est vraiment pas bien joué pour la bête, je les ai pris complètement au hasard. Si tel est le cas, s'il avait choisi d'être le comte et que le jeton comte a été identifié par l'un des enquêteurs, dans ce cas-là, la partie s'achève immédiatement et c'est la victoire pour les enquêteurs. En revanche, s'il ne s'agissait pas de l'identité secrète choisie par la bête, donc évidemment la carte n'est pas révélée dans ce cas, la partie continue et la bête dispose maintenant d'un jeton identité en moins. Petite exception pour le jeton vagabond, puisque tous les enquêteurs sont capables d'identifier le vagabond. Lorsqu'il est identifié une première fois, les enquêteurs récupèrent ce premier jeton noir et ne récupéreront définitivement le jeton vagabond qu'au moment de la deuxième identification, pour compenser un petit peu le fait qu'il soit identifiable par tous les joueurs. Une fois que toutes les phases d'une manche ont été résolues, on en attaque simplement une nouvelle en commençant par révéler la carte de la saison suivante et ainsi de suite. Si au cours de la partie, l'identité de la bête a été identifiée par l'un des enquêteurs, dans ce cas-là la partie s'arrête immédiatement. Si au cours de la partie, la bête arrive à placer l'intégralité de ses jetons victimes sur le plateau, la partie s'achève également immédiatement, victoire de la bête. Et si la partie est menée à son terme, c'est-à-dire que l'intégralité des 12 manches ont été jouées, on va faire tout simplement la somme entre le nombre de victimes déjà faites sur le plateau par la bête et le nombre de jetons traces qui lui restent à disposition. Si ce total fait 25 ou plus, il y a une égalité entre la bête et les enquêteurs, il faut donc rejouer une partie, et si le total fait moins de 25 victimes, victoire des enquêteurs. Voilà pour la partie présentation de la bête. J'ai fait quasiment toutes les règles parce que c'est quand même relativement simple, c'est aller vite, je me suis dit que bon, je pouvais certainement faire ça. J'ai fait au total 5 parties du jeu. Je n'ai joué qu'avec des collègues de travail, j'ai pas ramené le jeu dans mon groupe habituel de joueurs, parce que c'est un peu plus léger, on joue à des jeux un petit peu plus costauds habituellement, mais pour mon groupe de joueurs du travail du midi, qui est un petit peu moins avancé, ça allait parfaitement, on a passé d'excellentes parties, toutes les parties ont été agréables, on a tourné en fait au niveau de la bête, c'était à chaque fois un joueur différent qui incarnait la bête, comme ça on a pu voir un petit peu les deux côtés, et à chaque fois on a progressé un petit peu dans notre compréhension et dans notre analyse du jeu, donc c'était très plaisant, toutes les parties ont été très agréables. D'une manière générale, mon sentiment sur le jeu est très positif, malgré une petite appréhension que j'avais sur est-ce que on a des vraies décisions à prendre, est-ce qu'il n'y a pas trop de chaos à l'intérieur du jeu. Bah finalement, il n'en est rien, c'est un vrai jeu asymétrique un contre tous, et donc ça c'est très positif. On va commencer par la partie gameplay pour cette critique. Alors, le style de jeu, un contre tous, très asymétrique comme ça, c'est un style de jeu
qui ressemble pas à ce que je présente d'habitude. J'aime beaucoup les Eurogames, habituellement c'est de ça dont je parle. Et le jeu un contre tous, j'ai découvert ça, alors avec Not Alone à l'époque, mais c'est un sentiment un petit peu différent encore, surtout avec MyNameGMT, j'en reparlerai un petit peu plus tard, qui est un jeu de vraiment dans cet acabit-là, un contre tous, un petit peu plus avancé, et donc j'avais un petit peu peur que la bête soit un peu trop léger par rapport à celui-là. Finalement, c'est plus léger, c'est très clair, mais on est quand même dans quelque chose qui marche très bien, c'est beaucoup plus léger, mais ça se joue en 1 heure. Donc c'est la contrepartie qui est nécessaire évidemment, mais qui fait que ça reste très agréable à jouer, donc ça c'est chouette. Qu'est-ce que j'aime en particulier dans ce style de jeu, c'est le fait que on ait des discussions bien sûr entre les différents enquêteurs, et que la bête, le principal opposant, soit bien au courant de toutes ces discussions qui se font. On peut pas cacher en fait d'informations à la bête, et c'est ça qui est hyper intéressant, la petite dimension un petit peu mind game comme ça. Je trouve ça excellent, et j'adore en fait le moment où on révèle la décision qui a été prise, où on comprend le raisonnement qui a été fait de la bête. Je vous ai pris à contre-pied, ou alors vous pensiez que j'allais vous prendre à contre-pied, mais en fait non. Enfin voilà, toute cette partie-là me plaît énormément, et donc je vous recommanderais en premier lieu d'y jouer à au moins 3 joueurs pour qu'il y ait une discussion entre les enquêteurs. On peut bien sûr y jouer à 2, je sais qu'il y a des gens qui apprécient jouer à ce style de jeu à 2 joueurs pour faire vraiment du 1 contre 1. Moi ce que j'aime c'est la discussion entre les différents enquêteurs, entre les chasseurs, et le fait que l'autre partie entende. Ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Au niveau des choix qui sont proposés, c'est là aussi où j'avais un petit peu peur, au niveau de ces jetons traces, j'avais peur d'un petit peu de chaos. En fait, c'est très bien dosé, je trouve. Les choix qui sont proposés sont relativement simples. Est-ce que je joue mon jeton trace face visible, face cachée? Si je joue face visible, quel jeton trace je choisis? C'est assez simple, il y a 5 jetons trace, c'est pas le bout du monde. Simplement, les impacts sont réels. Le jeton du fauve, une victime de plus, ça peut faire la différence, puisque on a 25 victimes à faire sur un total de 12 tours. Il faut tourner une moyenne qui est au-delà de 2 victimes par tour, donc faut quand même y aller. Faut pas traîner, et puis il y a des tours où ça risque quand même de dérailler un petit peu, il y a des tours où vous aurez envie d'aller plus loin, donc vous ferez aucune victime. L'idée c'est que c'est très mesuré, je trouve, et je trouve que l'équilibre au niveau des choix pour la bête comme pour les enquêteurs est très bien fait en fait, est très agréable. D'ailleurs il y a eu quasiment, on a fait 5 parties, donc je pense qu'il y a eu 3 victoires des enquêteurs, allez peut-être 4 victoires des enquêteurs, 1 victoire de la bête, mais il y a eu une victoire qui était vraiment sur le fil, où vraiment on était très close. Il manquait je crois une victime pour la bête, donc on était vraiment très serré quoi. Bon, en tout cas pour ces choix, ça a vraiment été bien dosé, bien équilibré. Le système est très simple et en fait marche très bien et propose des vrais choix profonds. Ça je trouve que c'est une très belle qualité pour un jeu de ce niveau, et en ce temps de jeu c'est très agréable de trouver un élément comme ça aussi profond. Encore un bon point pour le jeu, c'est que les règles sont très accessibles. Vous voyez, je vous l'ai expliqué en moins de 10 minutes. Alors j'ai pas fait le montage, j'espère que ce sera moins de 10 minutes, mais je pense que oui. En moins de 10 minutes c'est expliqué, c'est accessible à mon sens, tout type de joueur, d'autant plus que si on joue dans l'équipe des enquêteurs et que justement on est une équipe, on peut avoir un renfort, on peut avoir une explication par les autres joueurs, avoir un petit peu d'aide au cours de la partie, donc ça c'est très plaisant, donc ça rend le jeu extrêmement accessible. Les règles, j'y viendrai après, sont très bien écrites, très compréhensibles et sans zone d'ombre. Il n'y a pas de questions à poser, allez éventuellement sur certaines cartes saison, mais vraiment très à la marge. Mais sinon voilà, le jeu hyper accessible, en un temps de jeu qui est suffisamment réduit pour que des groupes de joueurs un petit peu plus occasionnels acceptent quand même de jouer à ce jeu-là, parce que souvent on dit il y en a pour 1h30, 2 heures, alors, hop, on perd tout le monde à table. Là il y en a vraiment pour 1 heure, allez, 1h10, 1h15, si vraiment ça discute fort, mettez-vous un chronomètre, hein, si jamais vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, mais normalement ça tient en 1 heure, donc très accessible, très bon point. Dernier élément dont je voudrais parler sont les cartes saison, ici, qui, en fait, c'est ça qui apporte un petit peu de chaos dans le jeu, c'est que, à la première phase, on va révéler la première carte d'une pile de 6 cartes au total, pour un peu la renouvelabilité des parties. 6 cartes, donc effectivement,
il peut y avoir une très bonne configuration pour la bête ou une très bonne configuration pour les enquêteurs. Il y a un moyen de contrer ça puisqu'il y a une variante officielle qui permet de drafter les cartes, et donc ça c'est très appréciable d'y avoir pensé pour des joueurs qui en demandent un petit peu plus. Moi je trouve que ça fonctionne très bien, malgré ce léger chaos au niveau des cartes qui se valent pas toutes bien sûr. Ça reste agréable et ça reste, je pense, gagnable dans toutes les situations. Il faudrait vraiment que les planètes s'alignent pour que ça soit pas du tout possible, mais voilà, avec un esprit qui est vraiment très affûté et qui va vraiment comprendre ce qui va être fait en face, ça peut marcher dans tous les cas. Donc ça, très bien également. Un petit peu de chaos dans les cartes, voilà, il faut le noter. On passe au deuxième point, le point du matériel et des règles. Alors là, je vous le dis tout de suite, il y a un très bon point et un point qui va pas, selon moi. J'en ai parlé un petit peu avec l'éditeur pour savoir ce qui s'était passé. Au niveau du matériel, il y a des choses qui vont pas. Les cartes sont de très très mauvaise qualité. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a eu un problème à l'impression ou quoi. Je me demandais si c'était que ma copie qui était concernée. Apparemment, c'est le premier tirage qui est concerné. C'est un peu dommage. Ça, c'est vraiment dommage parce que vraiment là, en l'occurrence, elles sont pas très agréables. Elles collent un petit peu. Enfin, elles sont pas fluides. Elles s'abîment très facilement. Bon, très très dommage à ce niveau-là. Le plateau est gondolé, très brillant, donc si on joue un petit peu en face, c'est pas terrible non plus. Les cartes saison, même principe que ces cartes-là. Les cartes ici de la bête, alors celles-là sont particulièrement sensibles, faites-y bien attention, je vous conseille de les sliver celles-ci, puisque c'est des cartes d'identité, il faut vraiment pas qu'on puisse identifier en fonction du dos de la carte quelle identité vous avez choisi. Bon, sur un jeu comme ça, où il y a un petit peu d'informations cachées, où c'est sensible, ouais, je trouve qu'il y aurait fallu un petit boost au niveau de la qualité des cartes. Ouais, j'aurais vraiment apprécié. Là, je trouve que c'est très dommage. Apparemment, la nouvelle édition corrige ce défaut. N'empêche que moi, j'ai la première édition, c'est pas corrigé. Bon, voilà. Il fallait que je le dise. Le reste du matériel est quand même plutôt bien. Les petits plateaux joueurs ici, alors c'est pareil, brillant. Je sais pas pour quelle raison il y a ce choix qui est fait. Je trouve que des plateaux mat, c'est toujours mieux parce que ça réfléchit moins la lumière. Ici, en fonction de comment je l'oriente, vous pouvez voir que ça brille à fond. Donc si vous avez une lumière qui est pile au-dessus de la table, bah, ça risque d'être un peu pas terrible. Les petites gouttes de sang sont très agréables, très sympas. Il y a des pièces en bois qui sont en forme customisée, colorées en plus. Voilà, je suis vraiment très en demi-teinte sur le matériel et je trouve que voilà, c'est le point noir du jeu qui fait que bah je me dis putain mais dommage quoi, le jeu est génial, il y aurait ce petit truc là à améliorer, il y a bien sûr toujours des choses à améliorer dans un jeu, je préfère que ce soit le matériel que le gameplay, mais j'aurais voulu avoir un matériel de bonne qualité sur toute la ligne. Le pendant de tout ça, ce sont les règles. Les règles qui sont à la fois extrêmement bien écrites, très très simples, vraiment ça va à l'essentiel, on prend les phases de jeu, on les détaille, c'est tout, pas plus loin. J'ai d'ailleurs pris exactement le schéma qui est adopté par les règles pour vous expliquer les règles dans la première partie de la vidéo. J'ai rien eu besoin de retoucher puisque ça va dans le bon ordre. Ça, c'est fantastique, moi c'est ce que je préfère. Elles sont de très bonne qualité, alors là, chapeau, elles se tiennent parfaitement, le papier est très épais. Elles sont très courtes, il y a 4 doubles pages, c'est tout. On est vraiment dans un jeu très accessible et pourtant elles sont très exhaustives. À part quelques petites questions que j'ai éventuellement sur une ou deux cartes saison, c'est extrêmement exhaustif. Il y a même un petit peu d'historique autour du jeu, certains personnages. Il y a une petite introduction sur le mythe de la bête du Gévaudan. Donc voilà, là, moi je suis bluffé par les règles, par autant de clarté et de concision à l'intérieur d'une règle. Vraiment, ça me sidère à quel point c'est bien fait. Vraiment, un exemple. J'ai adoré. On passe maintenant à la partie iconographie. Alors, l'iconographie, il y en a pas. À vrai dire, sur le jeu, il n'y a pas d'iconographie, c'est assez rare. Il y a, un tout petit peu de symboles très rapidement sur les plateaux ici, sur les plateaux des différents enquêteurs et tout, mais sinon, il n'y a quasiment pas de symboles parce qu'il n'y en a pas besoin en fait. Il y a 5 aides de jeu, donc une pour chaque joueur, qui est très bien faite, qui reprend les 4 phases du jeu. Pareil, très très bien fait, vraiment très limpide, on comprend tout de suite, on a le rappel des règles de ce qu'on a ingurgité au début de la partie, ça revient tout de suite. C'est très efficace. Là, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Au niveau de ces aides de jeu, elles sont nickel. Il y a une chose que je reproche, ça rejoint un petit peu le matériel. Sur le plateau, il y a
un problème de lisibilité, à mon sens. Alors, je vais faire un peu la brute, mais voilà. Il y a un problème de lisibilité dans le sens où, en fait, hop, donc le plateau est très brillant déjà, les villages ne sont pas assez gros. De même que les numéros qui les accompagnent, ce qui fait que, en fait, des fois, la bête risque de se tromper sur le nom des villages et là où elle doit aller. Et alors là, si elle doit rollback une fois que les enquêteurs ont commencé à déplacer leurs personnages et tout, c'est pas terrible. Dans les informations à jeu cachées comme ça, c'est pas terrible. Donc, un petit peu plus de lisibilité sur les villages, leurs noms, leurs numéros associés, ça aurait été chouette. Et en plus de ça, une fois qu'on a les figurines sur le plateau, notamment les victimes, les 4 enquêteurs, la grosse figurine de la bête, les détachements de dragons, les milices paysannes, en fait, ça fait beaucoup de monde sur ces petits villages, et en fait, ils recouvrent complètement les numéros. Donc si on est obligé d'aller bouger un tel truc pour dire on va donner de l'information et c'est pas une bonne chose, voilà, j'aurais voulu que... Alors, c'est très chouette, elle est très thématique, on y revient pendant les illustrations, mais par contre, effectivement, en termes de lisibilité, ça aurait pu être un tout petit peu mieux que ça. Je suis en train de penser, je mets la carte comme ça, c'est sûr que vous voyez rien du tout parce qu'il y a de la lumière qui vient dessus, j'espère que ce sera visible. On passe au thème et aux illustrations. On va commencer par la thématique, thématique historique, alors, je disais légende et tout ça, mais alors il y a vraiment eu des vraies victimes hein, à ce moment-là, sans explication précise de qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc ça, je trouve que c'est très très bien. Le petit paragraphe que je citais tout à l'heure dans les règles nous raconte vraiment en détail cette histoire, donc ça c'est très chouette. Il y a même l'histoire d'un des personnages principaux de ce qui s'était passé à l'époque, là, Jacques Portefait, qui nous est raconté aussi. Je trouve qu'on est bien immergé dans le thème. On a le vrai nom des villages sur la carte, qui existe encore aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a certains qui ont changé de nom, mais c'est vraiment la région de France qui correspond, le nom des villages et tout. Moi, je t'adore. Je trouve que là, on est vraiment dans une ambiance très... ça ressemble un petit peu, je trouve, au loup-garou de Tierce-Lieu, où vraiment, on a un nom de village, on peut mettre un petit peu de contexte et tout ça. Oui, c'est la fin de la journée, tout ça. Les ouvriers rentrent, etc. Enfin, là, on a ce style, un petit peu, au niveau de la thématique. Je trouve que c'est bien fait. Et on y est vraiment. Enfin, vraiment, il suffit de mettre une petite musique un peu angoissante, et puis alors là, c'est parti plein gaz, quoi. On y va, on joue vraiment à la bête. Très chouette au niveau de la thématique, j'ai beaucoup aimé. Également, un petit point pour renforcer encore cet aspect thématique, c'est qu'on a une description en fait autour des différentes légendes, donc des différentes entités qu'on va pouvoir incarner via les jetons de traces de la bête en fonction des croyances et des histoires qui se racontent sur qui ça pouvait bien être à l'époque. Voilà, ça renforce encore un petit peu ce côté-là. Moi, je trouve ça génial. Vraiment, on y est à 100%. Le plateau est très très thématique également. Moi j'aime bien les plateaux comme ça où on a plein d'éléments qui sont posés dessus, un petit peu comme sur une table, un peu sans ordre précis particulier. Là il y a plein d'objets, un petit peu. C'est que du fluff, hein, ça sert à rien au niveau du jeu. J'aurais voulu juste un tout petit peu plus de lisibilité, surtout au niveau de cette partie map, des noms des villages et tout ça. Mais voilà, en dehors de ça, c'est très chouette. Et puis bien sûr, le dos du plateau est illustré avec l'illustration de la boîte qui est assez sympa. Je suis pas supra fan du style, mais j'aime bien les couleurs, j'aime bien ce qui a été mis en place, et puis j'aime surtout qu'on exploite le dos d'un plateau de jeu. Voilà. Pour la partie interaction, on est bien sûr dans un jeu qui est hyper interactif. On a des interactions à l'intérieur de l'équipe des enquêteurs. On a des interactions entre les enquêteurs et la bête. Donc voilà, un jeu coopératif et compétitif à la fois. C'est pour ça aussi que je trouve que les jeux asymétriques un contre tous, c'est vraiment une configuration que j'aime énormément. Donc là, c'est très présent. On a beaucoup de discussions entre les enquêteurs qui sont entendues indirectement par la bête. Très très chouette. Vraiment, au niveau interaction, on est très fort. Les interactions entre la bête et les villageois, donc on a ce système de guessing, de qu'est-ce que va pouvoir bien faire la bête, de pas partager trop d'informations avec la bête sur la façon dont on réfléchit pour éviter qu'elle se mette dans notre tête, mais en même temps, il faut arriver à se discuter, à se mettre d'accord et à faire en sorte qu'on prenne la meilleure décision possible, donc prendre vraiment toutes les sources d'informations, toutes les réflexions de toutes les personnes qui incarnent les enquêteurs, donc ça c'est très fort, et on a toujours ce dilemme en fait au niveau des enquêteurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions entre on se déplace de telle manière qu'on va protéger des villages, on va donc réduire le nombre de victimes qui est fait par la bête, donc lui empêcher en fait en quelque sorte d'atteindre sa condition de victoire par mort subite, de faire ses 25 victimes, ou alors de faire en sorte
de faire le maximum d'enquêtes, c'est-à-dire se rendre là où il y a des jetons traces. Mais forcément, si on fait ça et qu'on se contente de suivre la bête, bah du coup, il y a moins de protection possible, mais plus on trouve de jetons traces, plus on lui en enlève, plus ça va se rapprocher en fait de son rôle final, et surtout plus ça va lui enlever de capacité, de pouvoir au moment de son tour. Donc ça, c'est pareil, très fort. Il y a toujours ce dilemme-là à l'intérieur de l'équipe des enquêteurs. Voilà, je trouve que c'est très très chouette, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les choix simples en apparence, mais qui ont une vraie profondeur et qui se renouvellent en fait à chaque tour. On a de nouveau la question qui est posée, le tout pimenté un petit peu par les cartes de saison qui vont amener un petit élément chaotique, qui vont faire un petit truc sympa ou un petit truc pas sympa pour les enquêteurs. On termine par la rejouabilité du jeu. Au niveau rejouabilité, bien sûr, il y a autant de parties qui seront jouées qu'il y a de bêtes différentes et d'associations d'ailleurs bêtes enquêteurs et même d'équipes d'enquêteurs différentes. Donc, comme il y a énormément d'interactions, bien sûr, la rejouabilité est très forte. Ce qui est apporté par le matériel, c'est présent, c'est pas extrêmement fort. Comme je disais tout à l'heure, il y a 6 cartes de chacune des saisons. Il y en a au maximum 3 qui seront jouées pendant chaque partie. Bon, voilà, c'est pas l'extrême rejouabilité matérielle, mais c'est pas nécessaire. Il y en a pas besoin. Donc ça se suffit complètement, l'interaction proposée par le jeu se suffit intégralement à elle-même. Si vous voulez aller plus loin, il y a donc cette fameuse variante où on va drafter les cartes de saison au début de la partie pour savoir ce qui risque de vous arriver et limiter un petit peu le chaos qu'elles apportent. Pour conclure sur la bête, c'est vraiment donc une excellente découverte que je recommande à tout le monde, à tous les groupes de joueurs pour se familiariser avec la configuration 1 contre tous. C'est vraiment un jeu où ça marche parfaitement, c'est accessible, c'est pas trop long, c'est pas difficile. Franchement, il y a plein de qualités à l'intérieur de ce jeu. Je suis d'autant plus charmé que j'ai été surpris parce que j'avais un petit peu des attentes, des a priori un tout petit peu négatifs, notamment parce que avant lui, j'ai joué à MindMGMT. Alors, je ferai une vidéo dédiée à ce jeu parce que vraiment c'est un grand jeu également, nettement plus avancé pour joueurs beaucoup plus avertis, mais également 1 contre tous avec un système d'enquêteurs qui cherche, qui traque en fait une personne, dans un univers complètement différent, mais voilà. Je pense que là, vous avez mes 2 jeux 1 contre tous préférés pour le moment, bien sûr, jusqu'à ce que j'en essaie d'autres qui me plairont peut-être plus, mais en tout cas, voilà. La bête, je vous le recommande très chaudement, c'est chez Multivers, c'est disponible, je pense, ça vaut pas ultra cher en plus dans mes souvenirs, ça doit être autour de 45 €, donc plutôt accessible je trouve, en tout cas pour l'expérience offerte et le nombre de parties que vous allez pouvoir faire, c'est tout à fait raisonnable, je vous le recommande chaudement. C'était Ben pour les recettes ludiques et moi je vous dis à bientôt pour justement de nouvelles recettes ludiques. Salut!